Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième matinée. J'espère que vous avez passé une belle après-midi hier dans vos différents ateliers. Donc ce matin, nous allons poursuivre nos échanges pour ce colloque avec une table ronde sur le but. Là, ça va être de passer encore à la vitesse supérieure. Déjà hier, on a eu de très belles expériences de ce qui était fait. On s'est déjà un peu projeté dans l'avenir. Mais là, avec nos intervenants ce matin, on va encore aller un tout petit peu plus loin, à la fois dans le monde culturel et également dans le monde sportif. Et là aussi, il y aura des passerelles entre les deux. Vous retrouverez une session de pitch, toujours de très très beaux projets éco-responsables en fin de matinée. Et puis nous avons le plaisir d'avoir notre grand témoin qui viendra clôturer cette plénière ce matin, Virginie Resson-Victor, qui est chercheur analyste en relations internationales, géopolitiques et prospectives, qui intervient au sein de très nombreuses entreprises, qui est cofondatrice et porte-parole du Grand Défi des entreprises pour la planète et qui sera avec nous pour partager sa vision de tous ces enjeux à venir. Toujours Klaxoon, donc je vous attends et je vous invite à nous envoyer toutes vos questions, soit en flashant le QR code, en vous inscrivant si ce n'est pas fait, mais là je pense que si vous avez déjà participé à la journée d'hier, c'est fait. Donc envoyez-nous vos réactions et vos questions via le fil Klaxoon et vous aurez également les partages comme hier, si besoin, des liens dans le fil d'actualité. Et puis, écoutez, voilà, donc c'est parti pour notre première table ronde. À tout de suite. Voilà, j'en profite également pour remercier les partenaires qui sont à l'origine de ce colloque et qui ont tout organisé. Le CROSS, bien sûr, le CROSS Bretagne, le collectif des festivals et l'agence La Belle Éthique, qui nous accompagne sur tout ce colloque écologique, la transition écologique des événements sportifs et culturels. Voilà, c'est dit, donc un grand merci aux partenaires. Alors avec nous pour cette table ronde de notre matinée, Xavier Paya qui est avec nous, responsable développement durable et solidaire, responsable de la certification ISO. Alors on dit 20-121, je ne sais jamais. Oui, nous on dit 20-121. Allez, 20-121, des transmusicales de Rennes. Benoît Careil qui est à vos côtés, adjoint à la culture de la ville de Rennes. Et Hugo Mamba qui nous a rejoint aussi, directeur sportif du Stade Rennais Athlétisme, c'est bien ça? Et oui, c'est cela. Comité d'organisation de la Roison Run. Et nous allons évoquer la Roison Run. Alors je vous propose un premier tour de table pour nous expliquer chacun de quoi nous allons parler dans cette table ronde, quels sont vos sujets. Et tout d'abord, Xavier Paya, peut-être nous expliquer ce que sont les trans, même si pour nous, Bretons, c'est évident, mais peut-être qu'il y a des non-Bretons et qui ne sont pas venus encore aux trans. Alors, c'est quoi les trans? Alors, les trans, c'est une association dans les musiques actuelles qui organise un festival qui s'appelle les Rencontres Transmusicales de Rennes, dont ça sera la 43e édition à partir du 1er décembre et jusqu'au 5. Donc festival né en 79. À côté de ça, on fait une saison culturelle de concerts à Lubu, qui est une salle dans le centre-ville de Rennes, et puis dans d'autres salles des fois en hors les murs. C'est un festival qui est engagé dans le développement durable depuis 2005, qui est certifié en effet, comme tu le disais, ISO 2121 depuis 2013, voilà, sans interruption. C'est des cycles de 3 ans. Et voilà, on a à cœur de poursuivre cet engagement avec tous nos partenaires, toutes nos parties prenantes. Et on a des objectifs assez nouveaux cette année, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais voilà. Festival de musique actuelle avec à peu près 80 groupes du monde entier. Beaucoup de groupes locaux aussi, beaucoup de groupes accompagnés. Des tremplins, enfin c'est ça, c'est des principes. On ne se définit pas comme ça, mais c'est vrai que la presse peut souvent parler de défrichage de talents, d'émergence, de tremplins. En effet, en tout cas, c'est des premières fois, beaucoup, des premières françaises, des premières européennes. Il n'y a pas de tête d'affiche, comme on dit.
Voilà, c'est l'objectif de ce festival. Et qui rassemble un certain nombre de spectateurs, hein, beaucoup de Oui, succès. dans le site principal, qui est donc au Parc Expo Rennes Aéroport, pendant 3 soirs, on accueille du coup en tout 30 000 personnes par soir. Le jeudi est un peu plus petit, il finit plus tôt, finit à 3 heures du matin, ça fait à peu près 5 000 personnes. Et le vendredi et le samedi, c'est 13 600 personnes quand c'est complet. Voilà, donc on va évidemment se poser la question de comment on les fait venir, de quelle façon la plus responsable possible et comment on les nourrit aussi, par exemple. Tout à fait. Benoît Carrel, alors vous êtes adjoint à la culture de la ville de Rennes. C'est quoi la politique de la ville de Rennes en matière d'éco-responsabilité ? La ville de Rennes, comme Rennes Métropole, ont pris conscience au précédent mandat, sur le mandat 2014-2020, de l'urgence effectivement d'engager les politiques de la ville et de la métropole dans la transition écologique. Donc il y avait à la fois l'écriture du plan climat à la métropole et puis une volonté politique plus affirmée par l'arrivée d'un certain nombre d'élus écologistes dans moi. Qui ont beaucoup poussé à ça au niveau de la ville et donc une réflexion auquel on a associé bien sûr tous les partenaires. Il y avait déjà un certain nombre d'acteurs comme le collectif des festivals qui étaient déjà très engagés, donc c'était intéressant de s'appuyer sur ces ressources pour mettre en place un dispositif d'éco-responsabilité qu'on a travaillé avec un cabinet extérieur et qu'on a co-construit avec les acteurs, et c'était en 2017 et ça aboutit à un outil dont on pourra évoquer tout à l'heure qui permet d'engager l'ensemble des partenaires de la ville, culturels dans un premier temps, mais là on est en train de travailler justement avec les autres élus, sport, vie associative, solidarité, justement pour que cet outil soit partagé sur les autres politiques publiques. Donc quelque chose qui est plutôt efficace pour l'instant, ça marche assez bien, mais voilà, qui a surtout la vertu d'être co-construit avec les acteurs. Donc tout le monde est associé et partage cet objectif. Et qui est peut-être plus facilement accessible qu'une norme ISO, on verra, qui est assez contraignante. Hein. Oui, en effet. Ouais. Alors, merci pour la passerelle vers le sport. Donc, effectivement, ces deux mondes sont très liés. Il y a plein de passerelles à trouver et de synergies. Donc, vous, Hugo Mamba, la Roazhon Run, s'est déroulée en septembre. C'est bien ça. Alors, quel est le profil de cette Roazhon Run ? Alors la Roazhon Run on y court, a priori. On y court, oui. On y marche également. Donc oui. C'est une course populaire organisée depuis 5 ans déjà au Roazhon Park, un lieu mythique du sport rennais que tout le monde connaît très bien. Et donc le but de cette course était de se faire croiser toutes les générations au Roazhon Park dans le but de promouvoir le sport pour tous. Et bien entendu, nous avons évolué, comme précisaient les précédents intervenants, dans cette dynamique éco-responsable, parce que c'était une demande qui venait du comité d'organisation, mais aussi de nos coureurs. Hein. Vous savez qu'il y a de plus en plus de clubs qui organisent des footings visant à collecter des déchets et autres dans la nature. Donc on s'est dit, on va essayer d'anticiper. Et depuis 2 ans, on a mis en place un plan avec un objectif 0 déchet. Eh bien, formidable. On va parler de tout ça. Comment vous avez mis ça rassemble combien de coureurs ? Est-ce que juste quelques chiffres ? Disons qu'au maximum, on est monté à 1400. Avec la période qu'on traverse actuellement, on est plutôt autour de 1200 coureurs à chaque édition. Bon, c'est déjà pas mal. Quelques spectateurs aussi qui se déplacent. Enfin voilà, donc là aussi des jolis sujets. Alors on va rentrer plus dans le détail de ce que vous avez fait pour les trans, alors qui était déjà labellisé ISO 2121 justement. Et c'est quoi peut-être les principales actions là, à venir avant de parler de la norme? Les principales actions à venir sur l'édition 2021, ça concerne donc sur le plan écologique, puisque les trans sont engagés développement durable, donc sur les 3 piliers. On parle tout le temps d'environnemental, d'économique et de sociétal. Sur l'environnemental, cette année, on a voulu mettre l'accent sur la restauration, avoir une restauration plus durable en essayant de réduire, voire de supprimer la viande rouge qui est... malheureusement, moi j'ai rien contre les vaches, les veaux, etc. Mais en fait, c'est la viande qui émet le plus de CO2 par kilo produit. C'est pas une action énorme pour nous dans le sens où on n'en faisait pas tant que ça dans notre restauration publique, artiste,
et équipe, mais on en faisait quand même un petit peu, donc c'est un engagement pour aller vers une réduction du CO2. Évidemment, ça demande de la compensation, donc faire plus de plats végétariens, donc ça c'est le premier axe. On a vraiment voulu que ça touche tout le monde. On aurait pu se dire, bon, la restauration principale des trans, c'est celle des publics, c'est celle qui est, enfin, comment dire, c'est celle pour laquelle on fait le plus de plats, mais on s'est dit non, Et tout voilà. le catering aussi, enfin tous les artistes, C'est ça, voilà. C'est vraiment pour tout le monde, même au Club Trans, qui est un peu l'espace privilégié pour les partenaires, les mécènes. Voilà, ça touche vraiment tout le monde. Quand on prend un objectif, on l'applique à tout le monde. Le deuxième objectif, c'est un objectif plutôt d'enquête, de diagnostic sur les transports. En fait, sur les 30 000 festivaliers qui se rendent au Parc Expo, il y en a chaque année, ça oscille entre 65 et 70% qui viennent en navettes. Donc, c'est des navettes affrétées par le STAR, le réseau de transport métropolitain. Donc, c'est vraiment très bien. Mais on a donc 30% de personnes qui viennent soit en voiture, soit par d'autres moyens de transport. Mais on ne le sait pas trop, en fait. On a concentré vraiment ces dernières années nos efforts sur les navettes. Et donc, on ne sait pas si les gens viennent en voiture, s'ils viennent seuls, s'ils viennent à plusieurs. On veut aller vers plus de covoiturage puisque les navettes sont vraiment au taquet. On peut pas mettre plus de gens. Oui, c'est ça, ça dans fonctionne les navettes, Ça elles sont fonctionne bien remplies. extrêmement bien. Et en fait, on peut pas faire plus parce que généralement, les gens, l'amplitude horaire du festival, c'est à peu près 20h, 7h du matin. Et les gens viennent la plupart du temps entre 23h et 1h. C'est là qu'on a le nombre maximum d'arrivées. Et donc à ce moment-là, les navettes sont vraiment à touche-touche. On ne peut pas en mettre une de plus. Donc on a un enjeu, nous, à aller vers le covoiturage. Mais pour ça, il nous faut des infos. Donc cette année, on va, par le biais d'enquêtes flash, vraiment sur place, de visu, d'enquêtes par internet qui ont déjà commencé. Quand vous achetez votre billet aujourd'hui au Trans, on vous demande de remplir un petit questionnaire et donc dedans il y a des questions sur votre moyen de transport, et ensuite une grande enquête post-festival où on a à peu près 1500-2000 répondants, une enquête plutôt typée sociologique avec beaucoup de questions, dans laquelle cette année il y aura des questions sur les moyens de transport. Et sur l'appli ou le site du festival, on ne pourrait pas avoir une covoiturage. Il y a dans les infos pratiques, okay. On a des liens avec Westgo, Okay. voilà, et avec Mobicop, on a créé des événements et on invite les gens à s'y rendre. Mais en fait, là, nous, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est est-ce que les gens covoiturent déjà de manière informelle avec leurs amis, puisqu'évidemment, un festival, on y va rarement tout seul. Rarement seul, voilà, mais on peut y aller seul et rejoindre des gens. Voilà, c'est vraiment un objectif d'enquête. Ça va pas donner des actions concrètes cette année, ça nous permettra d'en produire, on espère, dans les années prochaines. Et enfin, le troisième et dernier grand objectif de l'édition à venir, il concerne donc là plutôt l'angle social, sociétal du développement durable, et c'est la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans les événements festifs, et en particulier chez nous, dans les événements musique, festivals, avec à la fois de la formation de nos équipes, donc a déjà commencé, on a tous été formés en avril par une association qui s'appelle les Catherinettes. Donc quand je dis tout le monde, c'est l'équipe permanente, les non permanents les plus importants, donc en régie technique, en sécurité, des prestataires également. On a invité nos prestataires, donc qui ne sont pas nos salariés, à se former avec nous. Rédaction de protocoles pour savoir comment prévenir, et si malheureusement il y a des choses qui arrivent, comment réagir, comment accueillir une victime, comment voilà, qu'est-ce qu'on dit si jamais on doit contacter la police, comment on leur en parle pour que l'info soit transmise vite et bien. Et avec un accompagnement par l'association Les Catherinettes qui, en plus de nous former, sera présente sur le festival, voilà, et sera en stand d'accueil prévention dans le hall 5, qui est le hall du Parc Expo, qui est vraiment le hall des publics. Il n'y a pas de concert, c'est vraiment un hall où on peut se détendre, manger, boire, et il y a beaucoup de prévention et sur l'alcool, mais également sur les violences. Et les Catherinettes auront également une équipe en maraude, donc c'est-à-dire qu'elles se baladeront dans, je dis elles, parce que je pense que ça sera majoritairement des femmes, voire peut-être intégralement une équipe féminine. Elles se baladeront dans les halls et elles permettront peut-être à des festivaliers de témoigner plus facilement, genre ah là j'ai vu un mec vraiment relou, je savais pas quoi faire, j'ose pas intervenir moi-même, mais je vous en parle, peut-être que vous, ça, voilà. Et on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Excellent. Donc, trois actions, la principale. Peut-être juste revenir sur l'alimentation. Qu'est-ce que vous allez mettre en place plus concrètement pour réduire la partie carnée et notamment la viande rouge ? La viande rouge, en fait, c'est assez simple. On a essayé on a demandé à nos prestataires de vraiment de pas en acheter. Donc, ça les chamboule un peu dans leurs habitudes, mais ils comprennent très bien l'engagement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'en fait pas des masses. Je peux parler en termes de proportion d'achat. Notre restaurateur pour les équipes, il fait à peu près 15 000 € d'achat de nourriture. C'était 10% de ses achats, la viande rouge. Donc, c'est pas
c'est important, mais c'est pas non plus essentiel ou majeur. Donc il va se débrouiller autrement. Et ça peut être par exemple de remplacer des lasagnes avec du bœuf haché par des lasagnes végétariennes. Et donc ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on leur demande de remplacer ce qui était en viande rouge par du végétarien ou de la viande blanche, de plus mettre de viande dans les entrées, de se dire les entrées ça peut être des crudités, des choses comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de la viande dans les entrées. Et c'est un dialogue avec eux pour ensuite pour négocier, parce que c'est aussi bien des fois de rentrer dans le vif du sujet avec les prestataires, parce que eux nous disent par exemple oui, mais en fait quand on fait des lasagnes avec de la viande hachée, on met la viande et c'est bon, c'est fait, alors que le substitut par exemple fait avec des lentilles, on doit le préparer et donc ça prend plus de temps. Donc c'est ensuite c'est de la négo mais ça c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. On peut pas quand on est dans son bureau comme ça en tant que petit responsable de vente durable, on se dit mais oui, Une mais décision, on se rend pas compte de ce que ils ont ça qu'à faire du implique. végétarien, ça ira plus vite et tout. Non, en fait, il y a des cultures, les chefs, ils ont leur culture, à moins d'aller vraiment vers un restaurateur qui est hyper dans le végétarien depuis très longtemps et qui a plein de recettes. Non, ça leur demande des changements. Donc Du coup, ça les oblige aussi à se former et à avoir de nouvelles pratiques. Ouais, donc c'est vraiment du dialogue avec eux, du dialogue aussi pour leur expliquer pourquoi ce choix de la viande rouge, c'est pas pour rien, c'est pas par idéologie, c'est vraiment que récemment l'équipe des Trans a suivi une formation avec The Shift Project sur les enjeux énergie-climat et de la culture, des événements culturels, et on voit que comme toute activité en fait on produit évidemment du CO2 et que un endroit facile, rien n'est facile, mais un endroit peut-être plus facile que par exemple les transports de la programmation artistique avec des artistes qui viennent en avion et tout, un endroit plus facile pour réduire les émissions de CO2, c'est la restauration et notamment la partie carnet de la restauration. Avant de partir sur la norme ISO, peut-être Hugo Mamba, ça vous inspire? Vous avez déjà engagé ce genre de réflexion sur la restauration de la Roison Run? Oui, bien entendu, et du coup c'est très instructif de voir que ils ont passé une étape supérieure à la nôtre. Nous, l'enjeu était surtout auprès de nos bénévoles, parce qu'on a près de 100 bénévoles sur l'événement qui se restaurent sur place. Et effectivement, on s'était rendu compte que ça générait beaucoup de déchets en termes de bouteilles d'eau, d'emballages plastiques, etc. Donc cette année, nous on a fait un choix qui était un peu différent, c'est-à-dire on a fait le choix de privilégier un restaurateur local, la galette saucisse, c'est très prisé. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas encore remplacer la saucisse. La saucisse. Puis en Bretagne, c'est presque ça va être compliqué. Exactement. C'est quand même culturel. Quoi. Exactement, donc ça a plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire on a des bénévoles qui, sur leur temps de pause, allaient se restaurer auprès du camion et on a pu ainsi limiter, avec entre autres des gobelets réutilisables, etc., limiter un peu les déchets à ce niveau-là. Donc voilà, ça donne des pistes. Vous réagissez quand vous voulez au fil de l'eau. Alors donc la norme ISO, on va rentrer dans. On a eu des questions hier. Ça consiste en quoi cette norme ISO 20121? Elle est conçue spécialement pour le secteur de l'événementiel, c'est ça? Oui, voilà. En fait, il faut imaginer, c'est pas un label décerné à un événement qui serait développement durable ou qui serait éco-friendly ou voilà. C'est un système de management qui est vraiment une adaptation en fait de l'ISO 9001, qui est une norme de qualité qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie et les services. Voilà. Ça, ouais. En fait, ils ont, pour vraiment le dire très schématiquement, l'ISO 20121 remplace la notion de qualité de la 9001 par la responsabilité. C'est-à-dire quand on fait un événement, ça engage évidemment des impacts négatifs. Voilà, on vient de le parler, émissions de CO2, déchets, comme le disait Hugo. Il y a des problèmes, par exemple, un problème auquel on peut être confronté, c'est qu'on crée des nuisances sonores en fait autour de nos puisque voilà, c'est un festival de musique, concert, voilà. Et donc c'est comment dire, ça met la responsabilité au centre, donc responsabilité sociétale au sens vraiment de développement durable. Donc je l'ai dit tout à l'heure, économie, sociale, sociétale et environnement, écologie. Et donc ça incite à se doter d'un cadre managérial pour se mettre des objectifs, pour s'améliorer, pour écouter toutes ces parties prenantes, même celles avec lesquelles on n'a pas de contact. Je pense par exemple à un riverain qui serait gêné par le bruit de nos événements. On n'a aucun contact avec lui, il ne vient pas au festival, donc on n'a pas de lien commercial, il ne fait pas partie de notre organisation, et pourtant on doit pouvoir être en mesure d'écouter ce qu'ils ont à dire, de communiquer avec eux, de voir comment on peut arranger les choses,
changer les horaires, avoir des barrières anti-bruit, je sais pas. Là, c'est vraiment un exemple Donc hypothétique ça parce vous que engage, oui, dans cette ça. relation avec toutes les parties prenantes, y compris les. Voilà, Ouais. tout à fait. Donc évidemment les partenaires publics, les prestataires, les fournisseurs, les publics. En fait, avec toutes ces personnes, on doit essayer de prioriser les enjeux. Là, c'est au sens enjeux, développement durable, donc les grands enjeux, égalité femmes-hommes, réduction des déchets, protection de la biodiversité. On doit voir quels sont les enjeux importants pour les parties prenantes externes. Donc là, je parlais par exemple des partenaires publics, des riverains, des festivaliers. Les parties prenantes internes, c'est-à-dire nous, nos salariés permanents, non permanents. Et voir quels sont les enjeux vraiment les plus prioritaires, ceux sur lesquels on veut avancer. Et ensuite, on se met des actions, des objectifs, etc. Donc c'est pour ça que là, en 2021, on a les 3 objectifs dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un système de management. Voilà, on pourrait très bien imaginer qu'un festival qui n'est pas certifié est plus performant en termes de développement durable qu'un festival qui commence juste, mais qui s'est doté de la norme ISO 20021 pour avancer. Peut-être qu'au bout d'un moment, celui qui est certifié fera plus de progrès, évidemment, mais c'est pas C'est pas un l'équivalent. premier critère. Voilà, Et c'est pas un une label. démarche sur le long terme quand même. ça, Du coup, tout à il fait. faut le temps d'engager le truc. Il y a Ouais, quand ouais. même des actions emblématiques qui ont été lancées depuis la certification. Je pense à Greenlight, ce genre de choses. Oui, tout à fait, et qui progressent beaucoup, mais là en fait, on bénéficie. Donc les green lights, c'est les LED. En fait, on appelait ça green light avant. Maintenant, le terme de LED est plus générique. En gros, c'est une technologie qui permet de consommer moins d'énergie que les lampes à incandescence ou lampes halogènes qu'on avait avant sur les scènes. En 2008, on a C'est commencé moins chaud en avec. plus. Voilà, c'est ça. C'est bien. On a commencé avec Spectaculaire, qui a un grand prestataire et un grand partenaire pour nous de lumière qui est dans le département d'Ille-et-Vilaine. Et c'était vraiment les tout débuts, ça devait être en 2008-2009. Désormais, la technologie s'est vraiment améliorée parce que à cette époque-là, ils ne voulaient pas passer tout en green light parce que esthétiquement, ça rendait pas trop. Là, maintenant, il y a des gros progrès de fait. Spectaculaire, récemment, a justement fait une sorte de colloque qui s'appelait Transition scénique avec beaucoup de marques qui venaient présenter leurs nouveaux produits qui, en effet, consomment beaucoup moins d'énergie. Et là, Et artistiquement, qui sont à la hauteur. c'est ça. Complètement. Désormais, artistiquement, c'est vraiment à la hauteur. Ok. Donc il y a les Greenlight, il y a l'accueil solidaire des publics aussi. Ça aussi eu de. Oui, avec Oh. énormément de... Là, c'est la partie vraiment sociétale. Les trans, on a une grille tarifaire extrêmement longue, avec une attention vraiment à la diversité des publics. Beaucoup de types de tarifs réduits, suivant qu'on est étudiant, qu'on a moins de 26 ans, mais qu'on n'est plus étudiant. On participe au dispositif Sortir de Rennes Métropole. Et ça permet vraiment de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et puis alors réduction de 78% des déchets, c'est ça depuis la mise en place de la norme ou c'est des chiffres qui sont un peu anciens? Non, c'est surtout je pense que le chiffre auquel vous faites allusion, c'est 75% des déchets qui sont valorisés. Ah, qui sont valorisés. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ils sont soit recyclés, soit après là Donc c'est plus des déchets puisque ça devient une c'est ça. valeur. Après, évidemment, sur ce genre nous on communique là-dessus, mais on bénéficie évidemment de la solution qui a été choisie par Rennes Métropole de valorisation énergétique des déchets. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses compostées, beaucoup de choses recyclées et beaucoup de choses valorisées énergétiquement. Alors les contraintes pour la norme ISO, c'est peut-être pas pour tout le monde, pour les plus petits festivals par exemple. C'est vrai que ça demande. Voilà, moi mon poste il est à temps plein sur le développement durable et la norme ISO 20021, donc c'est en effet peut-être pas pour toutes les organisations. Après, quand on lit le texte de la norme, il est dit qu'il faut l'envisager de manière vraiment souple et l'adapter. En gros, une grosse organisation aura beaucoup de documentation à produire, beaucoup de réunions à faire, à tenir, voilà. Et une plus petite organisation, il y a des traiteurs, par exemple, des traiteurs événementiels qui sont certifiés ISO 201 et ils ne sont pas forcément 150 non plus derrière. Donc moi, je n'ai pas l'expérience de ce que ça pourrait être dans une plus petite structure que la nôtre. Parfois, je vois que c'est un peu chronophage et que je peux être un peu frustré du temps que je passe sur les outils normatifs que je pourrais envisager de passer plutôt sur vraiment du pur progrès développement durable. Mais c'est des impressions parce qu'en fait, je sais très bien en bout de cycle, au bout d'une année, quand on a passé l'audit, que la norme, elle sert vraiment aussi de rappel tout, d'aiguillon en fait. Le fait de se faire auditer une fois par an, il y a une personne qui vient visiter nos événements et qui a un regard extérieur et qui dit ah oui, ça vous le faites comme ça, mais vous pourriez peut-être le faire comme ça. Et ça, c'est vraiment extrêmement utile.
Donc on verra tout à l'heure comment aller encore plus loin, notamment dans la compensation carbone, en s'intéressant aussi à mutualiser les tournées, par exemple. On verra ça dans un deuxième temps. Mais Benoît Carré, donc on a entendu parler de l'ISO, qui a quand même certaines contraintes. Et alors vous proposez un dispositif qui est peut-être plus accessible. Qui peut être utilisé par tous, quoi, et toutes, de la toute petite association avec des bénévoles jusqu'à l'Opéra de Rennes, un équipement régie, ou une grosse association comme les Transmusicales. Et voilà, vous l'utilisez aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Qui est, je crois, l'une des seules à avoir un poste à plein temps sur le développement durable. Voilà, c'est aussi la chance de ces grandes structures. C'est vrai que l'une des premières choses qu'on a demandé à nos partenaires, c'est d'avoir un référent, simplement un référent développement durable. Peut-être pas à plein temps, mais enfin au moins quelqu'un d'identifié. Et surtout qu'on puisse inviter à venir à des réunions de tous ces référents pour justement travailler ensemble. Ça s'appelle les cafés hulottes. Oui, tu as dû participer, voilà, qui abordent des thèmes comme les déchets, comme les achats responsables. Voilà. C'est réservé pour l'instant au monde de la culture. Vous n'avez pas encore invité Hugo Mamba? Non, pas tout de suite. Voilà, ça date déjà de 2018-2019. Donc et là actuellement on travaille à généraliser, donc comme je disais tout à l'heure, et donc ça va concerner bien sûr tous les secteurs d'activité. Donc oui, on a travaillé à construire un outil qui soit utilisable par tous et toutes, donc qui s'appelle la boussole, qui est une façon pour chacun de se faire un propre autodiagnostic et évaluer où il en est effectivement dans les 3 piliers du développement durable. En fait, déjà, cette prise de conscience-là, elle est hyper importante parce qu'elle permet d'acculturer chacun et chacune justement à ces 3 piliers et aux enjeux de la transition écologique. Et la boussole est un outil qui énumère on va voir un visuel. Alors je sais pas si voilà. Alors ça c'est le bilan. Ouais. C'est le bilan. Il n'énumère pas toutes les actions, mais ça doit être avant une bonne centaine. Avant le bilan, il y a une bonne centaine d'indicateurs, c'est ça. C'est ça. Il y a à peu près une trentaine d'actions possibles par pilier, et ça va d'acheter localement à trier ses déchets. C'est le truc de base, quoi. Et chaque partenaire fait d'abord un autodiagnostic où il dit voilà, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est à faire, etc. Et ça permet d'avoir un état, une toile d'araignée voilà. qui dit effectivement où en est la structure dans son engagement pour le développement durable. Et chaque année, on demande à notre partenaire de choisir 4 actions, 4 objectifs. Et donc il va choisir trier les déchets, par exemple, pour les premiers. Et donc à la fin de l'année, on fait le bilan de est-ce qu'il a atteint cet objectif, parce qu'on lui demande de se donner. Donc c'est chaque année, il y a un bilan annuel. Oui, chaque année, en fait, la direction de la culture rencontre de toute façon chacun des partenaires dans des réunions bilan perspective. Ça se fait depuis toujours. Et donc dans ces réunions-là, on fait un point sur justement la boussole, où en est le partenaire sur la boussole. Ça s'est mis en place juste avant le Covid, donc on n'a pas pu vraiment être opérationnel à chaque fois sur le suivi de cette boussole, mais à terme, et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui dans le mandat là, qui va nous amener jusqu'en 26, à mettre en place l'éco-conditionnalité des aides. Donc l'objectif, c'est que parce que ça va pas assez vite. Pour avoir les aides, il faudra s'engager dans la démarche, quoi. Pour avoir 100% de cette subvention, 100%, il faut avoir réalisé ses objectifs qui doivent être atteignables. Chacun définit ses propres objectifs par rapport aux thématiques qui sont proposées, et donc c'est que chaque année chacun progresse. C'est bien ça la démarche, et effectivement si on n'a pas atteint les objectifs et on ne peut pas expliquer pourquoi, effectivement il peut y avoir une sanction qu'il peut y avoir une baisse de la subvention. Donc voilà, c'est engageant quand même, hein. Oui, ça donne un effet booster, j'espère.
l'éco-responsabilité, le développement durable comme l'égalité femmes-hommes, on voit bien que ça a du mal à bouger parce que c'est des Donc. pratiques professionnelles, s'il y a des contraintes. Des habitudes C'est les habitudes. très Ouais. ancrées. Donc, c'est de la responsabilité publique, voilà, de trouver les moyens d'emmener les gens, les structures. Et bien sûr, l'exemplarité et le témoignage de ceux qui sont plus avancés est hyper important, d'où le grand intérêt des trans et les témoignages des trans. Les équipements en régie municipale sont également doivent être exemplaires. C'est le cas de l'Opéra de Rennes, qui a engagé un partenariat avec la Belle Déchette, qui est une structure, une ressourcerie, pour recycler les décors, les costumes et les mettre à disposition des autres acteurs. Donc il y a des actions qui sont exemplaires et qui disent voilà, c'est possible. Et ça passe évidemment beaucoup par la coopération. Et ça, c'est aussi un autre point de la politique culturelle, c'est que voilà, on souhaite vraiment que les acteurs coopèrent entre eux, donc éventuellement mutualisent, et c'est toujours intéressant de mutualiser, mais il n'y a pas que la mutualisation, il y a aussi simplement travailler ensemble. Le partage d'expérience. Le partage d'expérience. Et c'est tout l'intérêt des trans, justement, parce que vous êtes très mobilisés sur ces sujets-là. Donc quand on voit votre toile d'araignée. Oui, voilà, ça c'est le bilan. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette toile? Elle est vraiment assez représentative de ce qu'on fait réellement, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est vraiment pas mal en social-sociétal, c'est donc la partie plutôt sur la droite de l'écran en haut. On voit que la partie économique du développement durable et solidaire, qui est la partie plutôt en bas à gauche, là en rosé, rouge, bordeaux et tout, c'est plus faible. Pourquoi ? Pas forcément parce qu'on fait rien, mais parce qu'on a du mal à savoir ce que sont les actions et tout. Et on voit qu'en environnemental, on est très bon sur certains trucs. Donc c'est le pic là. Voilà, le pic, le premier pic vert. Qui va vers où ? Parce que là, d'ici, moi, je vois pas. Moi, je le vois pas non plus, mais là, je pense que c'est tout ce qui est tri. C'est tout ce qui est tri. Ouais. Et le creux, c'est le creux, c'est les ressources, tout ce qui est énergie, eau, etc. Ouais. Où évidemment, en tant que grand événement, on consomme énormément. On parlait tout à l'heure des lumières, mais il faut savoir que le pic de consommation d'énergie du Parc Expo, c'est pas du tout ce qui a trait à l'artistique, c'est ni les lumières ni le son, c'est le chauffage. Parce que c'est des endroits immenses et puis qu'on est au mois de décembre. C'est en hiver, c'est ça. Voilà. Ça suffit Et pas. on la voit chaleur vraiment humaine, on voit festivaliers. des variations énormes. S'il fait 3 degrés le 1er décembre ou s'il fait 10 degrés, on voit notre facture, elle varie énormément. Donc c'est assez représentatif et ça permet à l'équipe et aux partenaires externes évidemment d'avoir un coup d'œil très rapide sur la performance, que là c'est celle de 2021, mais on pourrait comparer, on l'a rempli depuis fin 2018 je crois, donc on pourrait comparer les diagrammes araignées comme ça des années suivantes, mais ça, je pense que ça changerait pas énormément, mais on verrait quelques petites modifications. Et surtout, ce genre d'outil, il est parfaitement complémentaire avec les outils de la norme ISO 221, justement. C'est-à-dire qu'au début, nous, quand on l'a reçu, on s'est dit, ça donnait des exemples d'actions en plus. Donc, on s'est dit, ah tiens, on va faire ça en plus. Et en fait, on a vu qu'on n'y arrivait pas. On avait nos objectifs déterminés selon la procédure ISO 221, et puis nos objectifs issus de la boussole. Et en fait, là, on a beau, j'ai beau travailler à plein temps là-dessus, on a beau être une structure très aidée et avec un budget assez conséquent, ça passait vraiment pas. Donc maintenant, en fait, la boussole, elle est devenue un de nos outils de management de développement durable. Et en fait, on y inscrit les mêmes objectifs que ce qu'on inscrit dans le tableau des objectifs qu'on présente à notre auditrice ISO 221, avec les indicateurs, les plans d'action. Et puis on suit ça toute l'année et on voit si. Sauf que c'est juste pas le même. Des fois, c'est un peu. Faut jongler parce que c'est pas forcément les mêmes termes. Là, depuis tout à l'heure, je parle de 3 piliers. Là, on voit qu'il y a 4 couleurs. Pourquoi ? Parce que le management et l'économie sont séparés, là où nous on va plutôt faire une séparation entre social, sociétal d'un côté et économie de l'autre. Bref, mais bon, ce qui est important, c'est ça, de se de la comparer, de voir gymnastique. l'évolution Tout et de à voir fait. comment Tout à fait, l'engagement se concrétise à travers les résultats. Voilà. L'évaluation est importante, sinon on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on va. C'est ça. Mais en termes, c'est vrai, de partage d'expérience dans les cafés Hulot par exemple, ou dans se montrer la boussole entre acteurs de Rennes Métropole. Je peux aussi citer évidemment le fait que les transmusicales sont un membre du collectif des festivals, parce qu'on a une saison mais on a quand même aussi un gros festival, et là le partage d'expérience il y est tout le temps aussi, grâce au collectif en fait, on fait des formations, on se rencontre entre nous, on visite les autres festivals, les festivals viennent nous visiter, on échange, et là c'est vraiment, si je peux dire pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous êtes pas dans des structures comme ça qui permettent de vous regrouper entre
entre salles de concert, entre festivals, entre événements sportifs. Regroupez-vous dans ce genre de structure parce que c'est vraiment c'est un levier très énorme. riche, j'imagine. Et les cafés Hulotte, c'est pour tout le bassin breton. C'est Rennes Métropole. C'est Rennes Métropole. Ouais. Vous accueillez des amis un peu plus loin On ou... est très accueillant, Vous êtes très hospitaliers, on a toujours été comme ça. Non, mais c'est bien sûr des outils qu'on partage comme aujourd'hui. Et régulièrement, je présente ce dispositif et la démarche. D'autres le font ailleurs. À Nantes, ils sont aussi très engagés sur ces questions-là. Voilà, c'est essentiel évidemment de partager entre collectivités tous les outils qui marchent, qui réussissent et qui font bouger les choses. Hugo Bamba, vous demandez à quelle serait la forme de votre toile d'araignée quand vous aurez rempli la boussole. Vous la voyez? Effectivement, c'est vrai que c'est assez impressionnant et on voit quand même qu'ils sont accompagnés. Nous, on a également la chance de l'être parce que déjà, nous, on est un gros club, il y a 4 salariés, mais ce genre de projets sont essentiellement portés par des bénévoles. Et nous, on a eu la chance d'avoir le CROSS qui nous a accompagnés et nous a aidé un peu à mettre un peu en ordre, entre guillemets, notre plan, sachant que je précise quand même que nous, on n'est pas une course écologique. On a des ambitions éco-responsables, mais on ne se considère pas aujourd'hui comme une course écologique. Bah déjà, le fait de courir, c'est déjà écologique en soi, non? Bien sûr, non. Évidemment. Évidemment. On Déjà, incite d'ailleurs à courir c'est pieds pas nus, mal. voire nus bientôt. On enlève les sneakers. Courir pour aller au travail. Ouais, ça me semble déjà une bonne base. Hein. Bon, bah super. Donc, Moins écologiste que la course à pied. Hein. ouais, dans les sports. Non, mais c'est vrai que là, on en plaisante, mais nous, en tant que festival, on a vraiment des enjeux sociétaux sur la prévention des risques, par exemple, puisque festival, voilà, il y a évidemment du bar. Nous, on vend de l'alcool et tout. Vous avez au moins ce côté extrêmement sain. Voilà, votre action, elle est sociétalement vraiment positive au niveau de l'hygiène. Nous essayons de faire une course qui arriverait aux trans. Ce serait l'idéal. Donc là, Ça serait pas mal. des actions. Non, le fait de danser, c'est aussi quand même un sport. C'est vrai, hein, c'est vrai. Quand même. Ok, donc là, l'idée, c'est de partager tout ce que vous avez mis en place pour aussi le transférer dans le milieu sportif. Et donc ça va se passer quand Là, on y travaille. On a régulièrement des réunions entre les services et les élus, donc sport, vie associative, solidarité internationale et donc culture, pour partager ces différents enjeux. L'objectif, ce sur quoi on travaille actuellement, c'est justement que la boussole, cet outil, puisse intégrer, être partagé avec l'ensemble des secteurs et intégrer également d'autres engagements, notamment sur l'égalité femmes-hommes. Parce que la boussole est un outil intéressant pour mesurer, évaluer, compter. Et l'approche pour faire progresser les choses sur l'égalité, c'est bien la même. Il faut compter, il faut évaluer, il faut chaque année se dire qu'on se donne des nouveaux objectifs pour agir concrètement, quoi. Donc on va partager cet outil prochainement. Qui peut paraître restrictif ou coercitif, mais au bout du compte, on en a vraiment besoin. Parce que surtout quand il y a le levier subvention qui rentre en jeu, c'est vrai qu'on a besoin quand même souvent de se faire un peu bouger pour répondre. Tu vas pouvoir témoigner dans les collègues, c'est très bien. Même. Je pense qu'il est mûr. Il y a Christophe du Festival du Roi Arthur qui nous demande, qui nous dit déjà bel outil la boussole, comment y accéder? Est-ce que c'est réservé aux assos et structures rennaises? On peut partager sans problème cet outil avec ceux qui souhaitent le découvrir et l'utiliser. C'est un outil qui est piloté effectivement par les deux collectivités, ville de Rennes et Rennes Métropole. Donc les autres collectivités, s'ils veulent s'approprier cet outil, on est prêt à le donner. Donc Christophe, là concrètement, il fait comment pour y accéder? Il vous appelle Je peux lui envoyer ou le donner au collectivité connaissez spéciale. Je le connais pas personnellement, mais voilà. Donc contacter Par le collectif des festivals, il y a par moyen le que ça se collectif fasse. des festivals. Donc Christophe, il faut Il doit s'adresser mettre au courant au le collectif de des la festivals boussole. et voilà, donc même pour tous les autres qui sommes connectés. Voilà, c'est la porte Et d'entrée. sinon, il peut aussi m'envoyer un mail et je lui enverrai avec plaisir. Donc l'outil. il faut mettre le mail de vous allez être Prix d'assaut. prix d'assaut, donc le mail elle a partagé sur Klaxoon. Bon bah super, donc voilà, on voit bien l'intérêt de ce dispositif et puis on voit que ça, il y a une envie derrière d'y adhérer. Juste peut-être un mot sur le billet suspendu.
Qu'est-ce que c'est que ce billet suspendu ? Ah oui, c'est vrai qu'on on en avait parlé en préparant la rencontre. C'était un exemple que je donnais sur le fait que c'est vrai que la boussole, mais voilà, Benoît vient de le dire, elle va évoluer notamment pour prendre en compte l'égalité femmes-hommes. La boussole, là, on a vu tout à l'heure que la partie vraiment bilan, donc notre diagramme araignée, en fait, c'est un tableau Excel, si vous voulez, on peut reprendre vraiment les choses avec plusieurs onglets et ça fonctionne en entonnoir. Benoît l'a dit, il y a plein d'actions. On dit si c'est déjà fait, si on a envie de le faire, enfin on se met à faire, si on est concerné ou pas, parce que vu que ça s'adresse à toutes les structures culturelles, saisons, festivals, régies, associations, il y a des choses qui ne sont pas concernées. Par exemple, nous, les toilettes sèches en plein mois de décembre, on est peut-être moins concernés que certains festivals d'été, mais quoique pas forcément. Et donc on peut mettre non concernés. L'onglet d'après, ça calcule en fait ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire. Donc ça donne le diagramme araignée qu'on a vu tout à l'heure. Et dans ce qui n'est pas fait, en fait, on vous invite à choisir donc, des objectifs, des actions. Donc le problème, c'est que quelque chose qui n'est pas fait peut être considéré donc, comme un manque et donc va créer un creux dans la statistique, dans le diagramme qu'on a vu tout à l'heure. Alors même que parfois, c'est un choix politique de ne pas l'avoir fait. Et donc j'avais donné cet exemple du billet suspendu qui est donc qui est mis en exemple dans la liste d'actions de l'angle social, du pilier social de la boussole. Le billet suspendu, vous savez, c'est quand on demande, on propose en fait au public c'est comme le café, voilà, le café suspendu au bar. On demande au public s'ils veulent bien abonder une cagnotte, voire même acheter un ticket en plus s'ils en ont les moyens. Ticket qui va rester à la billetterie et qui pourrait profiter à quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter un billet. Et en fait, il y a plein d'acteurs culturels qui le font. Et nous, au Trans, on a choisi politiquement de ne pas le faire. On préfère avoir une grille tarifaire, j'en parlais tout à l'heure, très étendue, qui, on l'espère, s'adresse vraiment au plus grand nombre, parce qu'on trouve que ça peut être un peu stigmatisant d'avoir un billet comme ça. Ah ouais, ok, il y a un peu le stand à côté où il y a les personnes qui viennent prendre un billet qu'ils n'ont pas payé, qui se sont fait offrir par tous les autres et tout. Voilà, bon là j'en parle un peu brièvement. J'étais pas encore salarié de l'ATM quand c'est une décision qui a été prise. Peut-être qu'un jour on y reviendra et tout, mais c'était pour montrer aussi certains biais quand même qu'il peut y avoir quand on essaye de mettre la réalité dans un tableau Excel. Forcément il y a des trous, il y a des biais quoi. Mais c'est vraiment un petit détail. C'est aussi tout l'intérêt des cafés Hulot de partager justement ces expériences. Il y a quelques années, le simple fait de mettre des gobelets réutilisables posait problème à certains organisateurs. Hein. Et maintenant, il y en a partout. Et il a fallu effectivement expliquer, mais qu'il n'y avait pas de problème de se transmettre des maladies, etc. Et les billets suspendus, effectivement, il commence à y avoir de plus en plus d'acteurs, d'équipements à mettre ça en place. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on fasse un café Hulot sur le sujet pour justement dire si ça pose des problèmes à certaines personnes, est-ce que ça stigmatise des personnes ou pas. Il y a peut-être un partage d'expérience là-dessus. Voilà, il y a un partage d'expérience pour lever justement des doutes. Et sur les cups, on verra que c'est mieux d'emmener la sienne en fait. Oui, tout à fait. Et de pas enfloquer des nouvelles chaque année. Voilà, oui, quand même. Hugo Mamba, alors justement, on va parler de tout ça avec vous aussi. Comment vous avez pris ce sujet de l'éco-responsabilité de votre côté sur la Roazhon Run ? Par quoi vous avez commencé ? De notre côté, déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était quand même une grosse anticipation parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet. On l'a fait parce qu'on est aussi conscient que les enjeux évoluent et qu'on sait très bien qu'un jour, on nous dira que que les subventions seront... il faudra répondre à certains critères. Donc on a avancé quand même assez vite là-dessus. Après, on est une course qui vit essentiellement par ses partenaires. Et nos partenaires sont très engagés également sur ces aspects-là et de plus en plus. Donc effectivement, assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on avance très vite. Alors sur quel sujet plus précisément ? Sur le sujet principal des déchets qui sont générés, c'est le premier parce qu'une course, avant d'être organisateur, on ne se rendait pas compte que ça générait autant de déchets. Mais c'est vrai que quand on devait remettre le Roazhon Park en état pour notre cousin, le Stade Rennais Foot, qui nous prête gracieusement cet équipement, eh bien on se rendait compte que ça faisait quand même beaucoup de travail, dont le premier objectif a été d'essayer de réduire au maximum ces déchets. Donc par de la sensibilisation, vous avez fait comment ? On a été
un peu plus radicaux que ça, parce qu'on a commencé par supprimer les bouteilles d'eau, parce qu'au début, c'était bouteilles d'eau pour tout le monde que nous fournissaient nos partenaires. Hein. Donc, dans un premier temps, on a remplacé les bouteilles d'eau par des gobelets, qui généraient encore pas mal de déchets, mais d'eau du robinet. Et là, ça a été un tollé parce que sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte, vous nous servez de l'eau du robinet, elle était dégueulasse, elle avait un goût de ceci, de cela. Donc, c'est vraiment pas très bien passé la première année auprès de nos pratiquants. On a eu de la chance parce que très vite, le Covid est arrivé. Et je ne pensais pas dire ça. Si on peut dire. Un jour, Ça mais vous a au aidé, moins, en tout cas. Sur cet aspect-là, on n'a pas eu le choix. C'est pour ça que je disais parfois le côté un peu coercitif peut aider. Parce que de toute façon, notre fédération avait dit plus de ravitaillement sur les courses faisant par exemple 10 km. Donc l'édition d'après, il n'y avait pas de ravitaillement. Par contre, on a incité les personnes à venir avec leur camelback. Camelback, c'est des sacs avec pochette d'eau et compagnie, leur gourde. Perso, c'est à eux, ils se débrouillent. Voilà. Et là, c'est très bien passé. Les gens, ils Ils la remplissent avec l'eau qu'ils veulent. Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Et par contre, on a maintenu un ravitaillement quand même à l'arrivée, par sécurité aussi, hein, parce que les personnes il y en a qui le font en 1/2 heure, mais il y en a qui le font en 1h20. Donc là, il y a quand même un risque si on n'a pas d'hydratation à l'arrivée. Et on a décidé de faire floquer de magnifiques Eco-Cups chaque année. On pensait que c'était une bonne idée jusqu'à ce que le Cross vienne nous expliquer qu'il fallait, je crois, 12 utilisations afin de considérer que le contenant était écologique. Et donc, on a trouvé la solution avec un autre partenaire, les eaux du bassin rennais, qui fournissent les Eco-Cups ainsi que l'eau et qui les récupèrent après événement. Voilà, donc ça c'était une première action sur l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous avez déjà mis en place ou que vous avez envie de mettre en place? L'autre action consiste, en fait, il faut savoir que sur une course, il y a besoin d'avoir des ouvreurs. Il y a besoin d'avoir ce qu'on appelle un vélo-balai qui éventuellement pourrait ramasser les personnes qui seraient en très forte difficulté et les traîner jusqu'au point d'arrivée. Et en fait, souvent, on est plutôt sur des véhicules motorisés, sur ce genre d'action. Donc assez vite, on a choisi de passer sur des vélos. Sauf qu'il faut savoir que quelqu'un qui court 10 km en 30 minutes est très très difficile à suivre à vélo. Donc la première édition, le vainqueur a semé le vélo dans une côte et le vélo s'est retrouvé très 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 en difficulté. Donc ça a été problématique. On en rigole encore aujourd'hui. Il a survécu, hein, mais il a vraiment été en grosse difficulté. Et donc on est passé au vélo électrique sur les dernières éditions et ça se fait vraiment très 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 bien. Donc c'est ça, c'est vraiment essayer de se dire c'est plus compliqué à mettre en place, mais renoncer au véhicule juste devant les coureurs en plus. Très bien. Vous aviez envie de réagir? Non, mais c'est vrai qu'un coureur qui fait 10 km en 30 minutes, il va à plus de 20 à l'heure en fait. Hein, donc c'est vrai que c'est en côte, il faut le suivre. Il y a du vécu. Il y a du vécu. Effectivement, il y a du vécu. Je ne fais pas 30 minutes. Moi. Pas Donc, encore. Voilà, on supprime aussi tout ce qui est flyer, tout ce qui n'est pas complètement indispensable, c'est ça? Alors pour les flyers, ça a été compliqué. C'est pour ça que je disais qu'on n'est pas une course écologique, parce que c'était à peu près 3000 flyers par édition. C'est pas énorme par rapport à d'autres, mais c'était quand même 3000 flyers issus et 3000, il en restait beaucoup. Je pense qu'il en restait entre 500 et 1000 flyers après chaque édition. Donc on a pris cette décision de supprimer les flyers qui est pas très bien passé dans un premier temps parce que nos partenaires se sont retrouvés un peu démunis en disant mais avec quoi on va communiquer? Donc on a fait le choix d'avoir une communication essentiellement digitale. On n'est pas une course écologique, donc on pourrait nous reprocher et dire oui, il y a aussi de la pollution par le digital. Mais c'est le biais qu'on a choisi avec par contre des supports réutilisables. Donc nos partenaires ont des X-banners avec des flashcodes dans leurs agences respectives et leurs usagers ont juste à flasher le code pour savoir ce qu'on propose à la Horizon Run. Donc c'est comme ça qu'ils accèdent aux flyers. Et ça a très bien fonctionné. On était inquiets, on se disait qu'on perdrait beaucoup en visibilité et pas tant que ça, au contraire, parce qu'aujourd'hui on est très performant sur les réseaux sociaux. Ok, donc les goodies, en tout cas à usage unique, ça c'est fini. Les goodies à usage unique, on a arrêté aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à distribuer systématiquement plein de petits lots que les personnes n'utilisaient pas forcément. Donc du coup, ça, on a arrêté. Et on a essayé, parce qu'on valorise quand même toujours la participation des coureurs par la dotation d'un maillot Horizon Run. Donc au début, c'était des maillots de très basse qualité qui, pareil, ne duraient pas très longtemps. Au bout de quelques lavages, ils n'étaient plus utilisables. Donc on a choisi d'investir dans les t-shirts d'une meilleure qualité pour que les personnes les portent longtemps et du coup que ça nous serve aussi de flyer parce que visible un peu partout à Rennes. Donc ça fonctionne super bien. À part que depuis peu, on a découvert en fait que
nos t-shirts qu'on pensait fabriqués en Europe étaient certes valorisés en Europe, mais venaient d'Asie. Donc là, avec la crise qu'il y a eu au niveau du transport maritime, on nous a appelés en nous disant voilà, vos t-shirts sont bloqués en Russie, c'est assez compliqué. Là, vous leur Et avez ils dit, sont arrivés un mois après la course. Donc D'accord. là, quand même, nos coureurs qui veulent leurs t-shirts nous ont quand même pas mal sollicité là-dessus. Et on échangeait juste avant, où j'étais en train de dire qu'on cherche une solution là-dessus. Est-ce qu'il faut renoncer aux t-shirts ? Clairement, ce serait problématique. Est-ce qu'il faut prendre un t-shirt européen, auquel cas, notre course qui se veut populaire et qui ne coûte que 12 € verrait ses prix exploser. Donc on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait avoir comme solution. C'est des t-shirts techniques ou enfin en fibre un peu ou en coton? C'est du polyester. Donc plutôt technique en polyester. Il y a l'option polyester recyclé. C'est celle-là sur laquelle on est en train de travailler actuellement en se disant est-ce que notre fournisseur pourrait nous proposer une solution en polyester recyclé. Et pour l'instant, c'est plutôt la solution qui tiendra la corde. Ok. Ça vous intéresse aussi? Non, mais c'est vrai que nous, Mhm. en tant que festival, on fait aussi du merchandising. Mhm. Nous, on vend des t-shirts et du coup, on cherche à chaque fois, évidemment, à avoir des t-shirts qui ont des certifications, justement. Donc, ça peut être, il y en a beaucoup. Hein. Ça peut être du coton bio. Ça peut être des certifications plutôt sur l'aspect social, comment les gens travaillent. Mais en effet, l'industrie textile est quasiment entièrement délocalisée. Notamment en Asie du Sud-Est, au Bangladesh, etc. Mais il y a beaucoup de certifications qui existent, donc vous pouvez aller chercher un peu de ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, je suis plus spécialiste des certifications coton, pas polyester. Ouais, le coton, c'est bien gourmand. Hein. Oui, c'est coton aussi. En eau, c'est coton, ouais. Mhm. Donc il y a ça. Il n'y a pas de ouais, bonne solution. Hein. Et comme je disais, il la- faut quand même la- que les faut coureurs trouver la moins aient des insatisfaisante, il paraît. Oui, exactement. Mais Ouais. j'insiste encore sur le fait qu'on n'est pas une course écologique parce que souvent certains font un petit peu l'erreur de nous mettre dans cette catégorie-là. On fait le maximum d'efforts, mais un événement comme le nôtre générera toujours un petit peu de déchets. Notamment, j'entendais parler de transport tout à l'heure. Nous, c'est très compliqué le transport, le covoiturage. On incite. On a essayé, on a rencontré le principal prestataire de transport à Rennes, en essayant de dire est-ce que ce jour-là, exceptionnellement, sur présentation du dossard, les bus qui mènent au Horizon Park pourraient être gratuits. Et ils nous ont dit que notre événement n'était pas assez gros. Ils nous ont dit si vous étiez transmusical. Nous, c'est pas gratuit non plus. Il faut payer. Les festivaliers doivent payer un ticket qui est le prix, un peu moins de 2 €, le prix d'un ticket normal, mais c'est pas gratuit non plus. Ça nous est parfois reproché, mais voilà, on peut pas faire non plus gratuit. Donc quoi, il y a des similitudes, il y a quand même quelques blocages encore, mais en effet, qui seront levés un jour. Et dans les pistes pour passer à la vitesse supérieure, vous imaginez aussi supprimer les dossards. Ça paraît anecdotique, mais... Disons que on s'est aperçu aussi en réfléchissant notamment avec le cross que les dossards en fait c'était purement décoratif, il n'y avait pas un réel attrait à avoir des dossards. Sachant qu'il y a beaucoup de courses qui d'ailleurs maintenant ne mettent plus des numéros sur les dossards, ils mettent juste le nom de la personne pour qu'elle puisse le garder et l'afficher chez elle. Et quand on court, on est encouragé, vas-y, avec le prénom, c'est impressionnant. Avec le prénom, ouais. c'est pas mal. Donc, nous, on fonctionne plutôt avec, en fait, les coureurs pour être chronométrants, des puces réutilisables à la chaussure. Effectivement, avec la puce, on sait où ils sont. Même s'il perdait sa puce, on sait où il l'a perdue. Et en fait, le dossard, c'est purement décoratif. Donc, on va prendre le risque. C'est toujours un risque parce que le dossard, il faut savoir que c'est un outil de communication. Il y a nos partenaires dessus. D'où le fait que j'ai du mal à enlever le t-shirt parce que du coup sur le t-shirt on ira au partenaire certes vous n'êtes plus sur les dossards mais vous restez visible sur le maillot mais ça va être on va supprimer les dossards. Faut donner la possibilité au coureur de se faire floquer son prénom sur son t-shirt. Ça c'est oui, avec un petit atelier sérigraphie. Bon, un petit atelier sérigraphie. Mais en tout cas, dans tout ce que tu dis, moi j'entends beaucoup de choses qui résonnent chez nous aussi. C'est vraiment le dialogue, en fait, notamment avec vous, vos coureurs, et puis nous, et vos partenaires, et nous, nos festivaliers, festivalières, et les partenaires et tout. C'est quand on a un objectif et qu'on prend des décisions pour changer des choses, parce que on est dans l'événementiel, mais l'événementiel, c'est des suites d'habitudes, en fait, qui se répètent d'année en année. Et donc, quand on change quelque chose, il faut vraiment expliquer pourquoi, comment, et notamment sur les réseaux sociaux, justement, essayer de ne pas braquer les gens, de vraiment expliquer, là, nous, on a vraiment un enjeu sur la viande rouge. Alors, encore une fois, pas trop pour les publics, puisque, si je dis pas de bêtises, on avait très, très peu, peut-être un burger
qui était proposé en viande rouge, donc, mais c'est plutôt vers les artistes, vers les équipes, vraiment un enjeu d'expliquer pourquoi on a pris cette décision et qu'on le fait en responsabilité, qu'on va essayer de le faire le mieux possible pour que ça soit pas une perte d'expérience pour eux. Enfin voilà, j'espère que les repas sans viande rouge seront aussi bons que les repas avec, et franchement j'y crois à 100%. Et Oui. c'est vraiment un enjeu d'explication, de dialogue. Oui, et sachant que le but, c'est que ça devienne une culture. Parce que si on s'y met tous, ça va devenir évident. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut nous faire le reproche par rapport à d'autres événements sportifs qui ne le mettent pas encore en place, en disant oui, mais pourquoi les autres, etc. Le jour où on y sera tous contraints et que ce sera harmonisé sur le plan culturel, sportif, etc., ça va rentrer dans les mœurs. Voilà, Et que les subventions les seront gobelets, c'est conditionnées, tout à du fait coup. Ah, non, mais ça, Non, mais c'est un il levier y a important. la contrainte des subventions, mais il y a aussi, et peut-être avant tout, le fait de partager des expériences et de lever ces freins de non, je vais perdre mon public, je vais perdre mes partenaires, etc. Alors que d'autres l'ont fait avant, ils n'ont pas perdu leur public ni leurs partenaires. Enfin, c'est juste de la pédagogie Tout à fait. et les citoyens et les citoyennes Oui, de rassurer ont aussi. envie ouais. aussi d'être participer à des événements sûr. qui sont éco-responsables. Et la formation, parce que Et du coup, la formation. nous sommes salariés, donc on peut plus facilement s'investir sur ces aspects, mais il y a une entreprise essentiellement gérée par des bénévoles qui n'ont pas forcément le temps, les moyens, etc., ont quand même besoin d'avoir aussi ce levier, comme on a pu avoir avec le cross, un intervenant qui vient dans vos locaux et qui vous dit voici les critères, voici ce qu'il faut, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui est perfectible, etc. C'est surtout ça le plus, parce que c'est vrai que si du jour au lendemain on me disait voici ce qu'il faut faire, il ne s'est pas fait, Sans accompagnement, ce sera sans rien, sans sanctionné. formation. eh bien, La je pense qu'il y aurait formation beaucoup de est levées importante. de Florence nous précise qu'en complémentarité de la boussole, HF Bretagne propose un outil pour l'égalité femmes-hommes dans la culture, et le lien vers le pacte HF, donc c'est le nom de l'outil, est mis dans Klaxoon pour ceux que ça intéresse. Ouais, c'est un super outil aussi. Ouais. Ouais, c'est une asso qui agit en faveur de l'égalité homme-femme. Christophe nous demande aussi comment il peut participer au Café Hulotte. Est-ce que c'est pour tout le monde? Donc c'est la même réponse, on a déjà un peu répondu, mais c'est très ouvert, donc il faut se rapprocher. De la direction de la culture de la ville de Rennes. Voilà. Bon, c'est la bonne porte d'entrée. Peut-être pour conclure, sur les transports, là vous avez aussi envie de passer à la vitesse supérieure. Oui, bah c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Nos navettes, nous, côté festival, marchent vraiment très bien. On est confronté à un problème un peu de volume. On ne peut pas vraiment faire plus. Je pense qu'on a deux gros leviers. Le premier, c'est d'inciter les gens peut-être à aller au festival plus tôt pour que justement le créneau dont je vous parlais tout à l'heure de 23h, 1h, 2h du matin, qui est le plus prisé, soit qu'il y ait plus de gens qui aillent au Trans, au Parc Expo entre 20h et 23h, comme ça refluidira l'ensemble de la chaîne. Et le deuxième levier, c'est vraiment le covoiturage. Mais ça va d'abord passer donc par de l'étude et du diagnostic, parce qu'on pense qu'on a quand même beaucoup de gens qui viennent en voiture au parc, mais à plusieurs, pas tout seul dans leur voiture. Mais voilà, ça c'est qu'une intuition. On veut la vérifier cette année en comptant le nombre de voitures qui rentrent et qui sortent du parking, voir les flux justement suivant les horaires. Est-ce que les gens qui viennent en voiture, ils repartent plus tôt peut-être, parce que vu qu'ils conduisent, ils boivent un peu moins d'alcool, et donc c'est un peu moins la grosse stuff jusqu'à 7h du matin. Mais encore une fois, on Oui, sait dorment pas. dans leur voiture, hein, ça se fait aussi. Pareil, au mois de décembre, faut être bien, faut avoir Bah, un bon duvet. c'est Mais en oui. tout cas, ça c'est l'enjeu, et c'est l'enjeu de cette année. Et puis pour les années après, justement, avec les chiffres qu'on aura récoltés, les analyses qu'on aura faites, c'est d'essayer de faire des partenariats avec des organismes de covoiturage qui avancent là-dessus. Hein. Je pense à Westgo, je pense aux Stars, mais qui ont pas mal qui voient beaucoup de freins au covoiturage événementiel. Il y a la question justement de la sécurité avec la prise d'alcool ou de stupéfiants, etc. La confiance aussi sur les horaires, genre moi je veux absolument voir tel concert, donc si le mec qui est censé venir me chercher à 20h30, il est à la bourre et tout, ça craint. Voilà. Ils sont déjà en dialogue, le Star était en dialogue avec le TNB, qui est le Centre dramatique national de Rennes là-dessus. Donc ça avance, mais ça avance petit à petit, et on a besoin de chiffres, d'où l'étude cette année. Alors vraiment il faut qu'on conclue, mais il y a la mutualisation des tournées aussi qui est une piste. Alors bon, même si on peut dire que c'est anecdotique, mais quand même. C'est pour les grands festivals d'été, c'est pas anecdotique. C'est Wheel of Green qui a lancé ça, donc un festival parisien très axé écologie. Pour les trans, c'est pas forcément évident parce qu'on est assez isolé au mois de décembre. Il y a beaucoup moins de festivals que l'été, et notre programmation artistique, vu qu'elle fait la part belle vraiment à l'émergence et à des groupes qui souvent débutent,
C'est moins facile, je pense, que pour Wheel of Green, qui a des grosses têtes d'affiche et qui pourrait s'arranger avec Primavera en Espagne, avec des grands festivals anglais, des grands festivals allemands. Mais c'est en effet une piste. Merci beaucoup. Un dernier mot, vous avez envie de partager quelque chose avant de conclure? Moi, c'est juste un petit complément à ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut toujours qu'on réinterroge nos pratiques. Par exemple, on parlait de transport tout à l'heure. Nous, on se rend quand même compte que voilà, les personnes ont des raisons bien précises, comme tu disais, de venir avec leur véhicule. Nous, clairement, on se dit que les personnes n'ont pas envie de courir avec leur portable, leur portefeuille, etc. Et par sécurité, ils viennent avec la voiture pour garder leurs affaires en sécurité. Donc, on a pour objectif aussi de remettre en place un vestiaire si les conditions sanitaires le permettent pour que les personnes viennent et aient leurs affaires en sécurité pendant la bien course. sûr. Ouais, c'est ça. À l'échelle d'un territoire comme Rennes Métropole, on est vraiment tous collectivement éco-responsables et co-responsables de l'aggravation d'une situation écologique. Je pense qu'il y a vraiment urgence. Enfin, on le voit à la ville de Rennes et ça a un impact sur l'ensemble de nos partenaires. Sur le coût de l'énergie, c'est énorme. Enfin, l'impact que ça va avoir sur le budget 2022. Cette explosion du coût de l'énergie. Donc voilà, on est tous co-responsables de cette situation et il faut tous qu'on agisse rapidement. Eh bien, merci beaucoup. Oui, un dernier mot? Non, moi, j'ai franchement pas plus à dire. Faut transitionner maintenant, c'est tout. Transitionnons. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On se retrouve dans quelques instants pour les pitchs.